Bonjour. Hop. Est-ce que vous me recevez bien? Salut, salut. J'ai même pas attendu la fin du décompte. Hop là. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Hop. Est-ce que vous entendez Noémie? Ah. Salut. Alors, qui est là? Non, je me suis réveillé à une heure normale, Nadou, c'est ma voix normale, ça. C'est ma voix de live, hein. Quand je suis tout seul, c'est ma voix de live. Tout seul du matin, Nadou, je sais pas si tu es là tous les matins, mais c'est ma voix du matin. Bon alors, qui est là aujourd'hui? Qui est là ce matin? Lucie, Clem, la petite bretonne. La petite bretonne, ah oui, oui, la petite bretonne, ça me dit quelque chose, la petite bretonne. C'est pas la première fois que t'es là en live. Hein. Hop. Le chat, c'est mieux là, comme ça, on est d'accord. Hein. Je le laisse comme ça. Hein. Là, ça va, hein. C'est lisible. Hein. Ouais, c'est lisible. Salut Mario. Non, Elena, on va dire. Marion, Elena. Oh, merci Marion. Attends, oh yeah. Oh yeah. Faut que je mette le oh yeah plus fort parce que je l'ai pas vu là. Voilà, oh yeah. Bon alors, ce matin, j'ai mis dans le titre Libre Antenne Argent. Donc ceux qui connaissent pas le concept des libres antennes, c'est que vous me posez des questions sur tout type de sujets concernant, enfin centrés autour de l'argent, des finances, d'investissement, l'immobilier, la bourse, etc. Et je crois, enfin non, je le sais, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'avais dit que là on faisait un live bourse, non? C'est ce que j'avais dit. Parce que j'ai commencé à le préparer, mais en fait, pour être honnête avec vous, j'ai pas fini de le préparer. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas mis dans le titre live spécial bourse. Mais je savais plus exactement si j'avais dit qu'on le faisait vraiment là ou si j'avais dit qu'on allait le faire bientôt. Alors, dites-moi ça, parce que j'ai un trou de mémoire. Mais j'ai pas fini de le préparer. Donc là, on va faire un libre antenne. J'ai des petites questions qui vont nous prendre une petite heure, je pense. Et ensuite, j'ai vraiment envie de finaliser ce live bourse là. Hein, on est d'accord? Bon, on embrasse toutes les infirmières. Vous êtes nombreuses apparemment. Donc, parce que je crois que là, il y a 15 jours, vous étiez assez motivés pour qu'on le fasse, le live bourse. Donc moi, dans ma tête, ce que j'aimerais faire, c'est de vous faire une petite introduction à la bourse et à vous expliquer ce que c'est. Est-ce que moi, j'investis en bourse? J'ai déjà fait cette petite introduction à Bibou par exemple pour lui expliquer un peu tout ça parce qu'il comprenait rien, je lui ai expliqué ça il y a 1 an environ et là j'aimerais bien vous le faire à vous. Si ça, vous le faire à vous, ça veut rien dire, mais si ça vous intéresse. Je crois qu'il y a 15 jours vous m'aviez dit oui, mais reconfirmez-moi ça dans le chat, comme ça je le saurai et je préparais vraiment bien le truc. Et l'idée ça serait de faire donc un live centré sur la bourse, mais vraiment très simple, avec des mots les plus basiques possibles. Hein. On est d'accord. Hein, ça ne sera pas un truc trop compliqué. Ça sera les mots les plus simples possibles. Et ensuite, je vous donnerai aussi pas mal de liens qui vous permettront d'aller lire ou d'aller regarder des vidéos un peu plus complexes. Les vidéos que moi, du coup, j'ai regardées. Voilà, et après vous regarderez les vidéos que j'ai regardées, ça vous aiguillera vers d'autres vidéos et vous découvrirez peut-être d'autres chaînes YouTube et d'autres sites internet que je ne connais pas, mais c'est toujours comme ça que se passe un processus quand on cherche une information. On va d'abord voir ce que la personne que tu regardes te conseille et puis ensuite au fur et à mesure, toi-même tu te fais tes propres recherches, tu vois. Donc si ça vous intéresse, on le fait vraiment dans 15 jours, mais par contre moi, j'ai déjà commencé à le préparer et ce qu'il me faudrait, c'est que vous m'envoyez des questions. Donc, sous les vlogs ou sur Instagram, vous avez l'habitude, vous mettez des questions, enfin, sous n'importe quelle vidéo YouTube, hein, que ce soit sur JujuBaby ou sur Juliana et Julien. Et encore une fois, si vous voulez pas que ça soit en public, qu'on voit pas votre question, vous prenez des vieilles vidéos. Personne va aller voir une vieille vidéo que Bibou elle a tournée en 2013. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui sont toujours gênés avec ça, que ce soit pour la sexualité ou pour l'argent. Donc si vous voulez pas que votre question elle soit vue par votre tonton Jean-Paul, vous allez sur une vieille vidéo YouTube, on voit tous vos commentaires, tous. On est organisé,
on loupe jamais de commentaires. Voilà, donc vraiment, vous posez vos questions d'ici 15 jours sur la bourse et on parlera des trucs les plus simples, ok? C'est quoi une action? À quoi ça sert? Est-ce que les gens qui investissent en bourse sont forcément des escrocs et des traders comme Leonardo DiCaprio? C'est quoi un dividende? Comment acheter des actions? Comment les vendre? Est-ce que investir en bourse c'est risqué? Voilà, c'est des questions assez basiques. C'est quoi la bourse? C'est quoi le CAC 40? Tous ces machins-là, voilà, toutes ces choses-là, ça sera vraiment centré là-dessus. Mais ce sera vraiment très simple. Et du coup, je vais essayer de vous faire comprendre que la bourse, en fait, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre dès lors que tu as les bases. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Si tu veux être un expert, ça en devient ton métier. Mais pour vous et moi, il faut juste comprendre comment ça marche et comprendre en quoi ça peut être intéressant pour nos investissements, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alright? Ok, les amis? Alors, là, on va commencer tout de suite. Bonne journée à toi, Mélanie. Sur ce libre antenne-là. Donc, j'ai pas mal de petites questions là. Aujourd'hui, on va parler voiture, vous allez voir. On va parler voiture. Non, il y a une question sur les voitures, vous allez voir. Il y a une question sur la réouverture des magasins. On va parler aussi livret A, assurance vie, crédit immobilier encore. Alors, vous allez me dire, allez, donc c'est toujours les mêmes questions, mais non, c'est jamais les mêmes questions et c'est jamais les mêmes réponses, vous allez voir. Et Alex qui dit, la bourse c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, limite je ne sais même pas ce que c'est. Bah voilà, Alex, du coup, n'hésitez pas à poser tes questions, même les plus bêtes, hein, pour dans 15 jours. Et dans 15 jours, vraiment, il faut que je me mette la tête dedans pour le faire. Ok. Ok. Programme chargé d'économie ce matin, peut-être. Économie, c'est pas forcément un terme qui va correspondre à chaque question. Parce que des fois on va parler d'économie et des fois on va parler d'investissement, donc des fois tu gagnes de l'argent aussi, tu vois, c'est pas des économies, c'est tu gagnes de l'argent. Alors j'ai une question de Tahiti Ju, tiens-toi prête quand ta question va arriver, parce que j'aurai des questions à te poser parce que j'ai pas encore ok, et j'ai des questions aussi. Il y a une question très drôle, vous allez voir. On va pas commencer par celle-là, mais elle est très drôle. Attends. Alors première question. J'ai pas pris mon verre d'eau. Tahiti Ju, elle dit, mais quand on n'y connaît rien en bourse, on peut pas avoir de questions. Bah si, tu peux avoir des questions basiques. Genre, c'est quoi une action? C'est quoi le CAC 40? Bah, je vais pas vous manger les questions. Mais après, pour être honnête, j'ai déjà au moins une quinzaine de questions que j'ai pré-mâchées. Hein. Parce que voilà, c'est toujours... quand tu traites un sujet pour... à un niveau débutant, tu sais déjà plus ou moins quelles sont les questions que les gens vont te poser. C'est comme pour les cours de danse. Tu sais toujours quelles questions les élèves vont te poser avant. Donc voilà, c'est vrai que tu as l'habitude après. C'est pas le 440, c'est le CAC 40. C'est CAC 40. Ah oui, donc si vraiment tu connais pas le CAC 40, ok. Ok, Jus, mais t'inquiète pas, on parlera de ça dans 15 jours du coup. C'est les 40 plus grosses entreprises françaises, cotées en bourse. Mais on en reparlera. J'ai écouté un live en replay où tu parlais de voitures. Mon mec est fan de voitures et n'était pas du tout d'accord avec toi. Oui, ça devait être Lucie, le live où je disais qu'il n'y avait pas vraiment d'importance à acheter une grosse voiture et que pour moi, c'était des dépenses superflues parce que c'était les voitures, c'est ce que je considère comme un passif. Une voiture, c'est quelque chose qui ne va pas te rapporter de l'argent. Donc c'est quelque chose dans lequel tu vas aller mettre de l'argent, parfois 20 000, 30 000 euros, pour n'avoir aucun retour sur cet investissement. Alors que 20 000, 30 000 euros, tu peux les placer de façon assez intelligente pour que ça te rapporte quand même chaque année un petit peu d'argent et qui te permettent au bout de 5 à 10 ans d'avoir pu épargner, enfin d'avoir pu avoir un rendement de 5 000, 10 000 euros. Et pour beaucoup de gens, c'est important quand même d'avoir 10 000 euros de côté parce que ça peut aider à faire plein de choses. Et 10 000 euros de côté, c'est quelque chose qu'on peut quand même, entre guillemets, assez facilement avoir en 10 ans de vie. Voilà, hein, parce que 10 000 euros de côté en 10 ans, on part du principe donc que ça te fait 1 000 euros par an. 1 000 euros par an, c'est quand même, enfin même c'est 1 200 parce qu'il y a 12 mois. 1 000 euros par an, là je vais peut-être choquer certaines personnes, je sais, il y a des gens qui sont toujours choqués quand je dis des chiffres comme ça, mais 1 000 euros par an, c'est quand même une somme qui est assez facile à mettre de côté, même quand on est au SMIC.
Voilà, ça te fait du 100 € par mois. Ça, c'est en partant du principe que tu épargnes. Mais ensuite, en partant du principe que tu vas investir, donc l'épargne que tu auras fait en amont, ça plus ça plus ça, voilà, les petits font des petits, les petits font des petits, et donc au bout de 20 ans, logiquement, ton épargne est bien plus grosse. Au bout de 30 ans, elle sera encore plus grosse parce que tu auras épargné intelligemment. Au début, il faut faire des efforts, hein, effectivement, mais c'est pour ça que concernant les voitures, c'est pas quelque chose que moi je suis... voilà, je ne suis pas fan de ce type de produit. Je ne comprends pas qu'on puisse, en étant dans la classe moyenne, je vous parle vraiment d'un Français de la classe moyenne, hein, pas d'un Français qui a des hauts revenus. Voilà, les gens de la classe moyenne continuent à acheter des voitures à 20 000, 30 000 €, des 3008, des 2008, des SUV, tout ça. Je ne suis pas fan. Voilà. Et comme le dit Lucie, je préfère léguer une maison à ma fille qu'une voiture. Bah oui, voilà, Lucie, dis la même chose à ton chéri, là. Ah d'ailleurs, tu as essayé de lui faire changer d'avis. Après, les gens qui sont fans de voitures, vraiment, c'est difficile de leur faire comprendre ça. Parce que c'est... Je reviens. Ah là, j'aurais pu... le temps que j'allais chercher mon verre d'eau, j'aurais pu lancer un petit truc sur Twitch. Tu peux lancer des trucs pendant les coupures les coupures pipi ou les coupures eau. Il y a Grapefruit qui nous dit: c'est vrai qu'on a investi une somme suite à la vente de notre maison en attendant d'en racheter une autre. Et depuis septembre, on a déjà 2000 € d'intérêt. Donc septembre, ça nous fait donc... Septembre, octobre... Ça nous fait donc... Là, on est en juin... Donc, non, on est en mai. Donc, on est à 5, 6, 7, 8... Voilà, en 8 mois, tu as donc eu 2000 € d'intérêt. Est-ce que je peux te demander quelle somme tu as investi pour avoir 2000 € d'intérêt, juste pour calculer vite fait, du coup, ton rendement? Mais c'est vrai que voilà, ça choque hein, les gens, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Moi, quand je fais ces lives-là, j'essaye justement de m'adresser aux gens qui sont dans la classe moyenne et aussi aux gens qui vivent dans la précarité. Il y a plein de gens qui, comme Bibou et moi, nous, on est des gens entre guillemets précaires parce qu'on n'a pas de CDI, on n'a pas des revenus fixes. Des fois, on va gagner le double de ce qu'on a gagné le mois d'avant. Voilà, on vit vraiment, nous, dans une vie de précarité. Et ça va continuer parce que même quand Bibou sera assistante maternelle, les assistantes maternelles, ça reste un métier précaire parce que ton salaire n'est pas assuré. Voilà, tu n'as jamais un salaire fixe. Donc Grapefruit, elle nous dit, vous avez investi 10 000 €, c'est bien, hein, franchement, d'avoir 2000 € d'intérêt en 8 mois, ça veut dire que là, vous avez quand même investi dans un produit assez risqué, hein, si tu veux bien me dire ce que c'est. Hein. Voilà, si tu veux bien me dire dans quoi tu as investi, parce que c'est quand même pas mal au niveau de ton rendement. Sauf si c'est une arnaque, je dis... Voilà. Voilà, n'hésite pas à dire. Cathy, ça rame chez moi. Cathy, tu peux baisser la qualité là. Hein. Ce matin, on a accès vraiment à la multi-qualité là, donc tu peux passer en 360p. Cathy, n'hésite pas. Il y a Lolita qui dit après, ça dépend pour les voitures. Si c'est un kiff pour eux, ils achètent et les revendent assez tôt pour récupérer un bon prix. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ils perdent pas grand chose. Effectivement, les passionnés de voitures, souvent ils font ça. Effectivement. Ils vont acheter des voitures à 50 000 € et vont les revendre 2 ans après, des fois à 50 000 €, voire à 40 000 ou à 45 000. Donc c'est vrai qu'en soi, sur la valeur la valeur du produit, hein, la valeur de la voiture, en soi, entre guillemets, ils ne vont pas perdre énormément de capital, les passionnés de voitures, parce que oui, ils vont acheter, revendre. Souvent, ils gardent les voitures 2-3 ans, hein, les vrais passionnés de voitures. Je ne vous parle pas des riches hein, qui ont des voitures de collection, ceux qui ont des hauts revenus, mais voilà. Mais après, effectivement, comme le dit Alice, il ne faut pas avoir d'accident, parce que c'est toujours risqué de mettre 50 000 € dans une voiture si ensuite tu as un accident. Certes, il y a des assurances qui existent, mais bon, voilà. Hein. Et là aussi, où il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les voitures à ce prix-là coûtent beaucoup d'argent, même si tu les gardes que 3 ans. Parce que tu vas peut-être changer des pneus, tu vas peut-être déjà faire le plein, hein, tout simplement. Le plein d'un Porsche Cayenne, c'est, je vais pas vous apprendre des choses, mais c'est beaucoup plus qu'une Clio. Donc
des voitures qui coûtent beaucoup d'argent, certes, à la revente, c'est pas mal. Généralement, tu perds peu. Mais voilà, il y a les assurances et il y a surtout l'entretien et il y a surtout le carburant. Et il y a l'assurance, oui. L'assurance aussi, ça coûte cher une assurance pour un Porsche Cayenne, tu vois. Donc voilà. Il y a Tahiti qui dit mon assurance m'a remboursé plus que ce que j'aurais pu la revendre. Non mais après oui, hein, des fois quand tu as des accidents, ça dépend du type d'accident. Mais voilà, si tu as une bonne assurance, que tu es assuré en tout risque, voilà, donc ça va te coûter beaucoup d'argent. Logiquement, oui, tu as, entre guillemets, peu de risques financiers, même en cas d'accident. Mais là encore, il y a des gens qui vont avoir des bonnes voitures, assez chères, qui ne vont pas forcément prendre les bonnes assurances. Donc voilà, c'est... voilà. Alors, vite fait, je lis ce qu'a nous dit Grapefruit sur son investissement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu as dit Du coup, tu as investi directement en bourse ou est-ce que tu as investi en assurance vie, Grapefruit? Hein, parce que là, tu me dis que j'ai investi en développement durable, j'ai investi aussi en technologie, développement durable et santé. Ça, c'est les 3 secteurs en ce moment qui cartonnent. Hein, tout ce qui est santé, ça, c'est vraiment effectivement intéressant. Mais moi, j'aimerais savoir dans quel produit exactement, est-ce que c'est via une assurance vie que tu as investi ou pas? En unité de compte, ok, en assurance vie, ok, d'accord, ouais, merci. Bah voilà, bah, vous avez très bien fait. Vous avez mis donc 8 000 € sur le fonds en euros de votre assurance vie et 2 000 € en unité de compte, si j'ai bien compris, c'est ça. Et effectivement, oui, ça peut rapporter pas mal suivant les secteurs d'activité que tu vas choisir. Voilà, donc vous avez très bien fait. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Après, n'ayez pas peur aussi de la baisse, hein, parce que des fois, tu vas avoir 2 000 € d'intérêt, et puis après, ça peut rebaisser. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut être prêt à ça, prêt à comprendre que quand tu investis un petit peu sur des secteurs un peu plus risqués, donc que tu vas aller sur les unités de compte de ton assurance vie, des fois, ça monte et des fois, ça peut descendre. C'est pas parce que ça descend qu'il faut s'affoler. Voilà, ok ? Ça marche? Alors, je vais parler effectivement au niveau des voitures de la LOA là. Donc il y a une abonnée qui me demandait qu'est-ce que tu penses, Babou, de la LOA? C'est la location avec option d'achat. Ça se fait énormément en France. Je sais pas si dans d'autres pays ça se fait autant qu'en France. Est-ce qu'il y en a là qui nous regardent ce matin? Vous êtes combien là? Ça 80? Ouais, 76. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent peut-être au Québec ou dans d'autres pays francophones. Est-ce que ça se fait chez vous? Mais en France, c'est quelque chose de... J'ai l'impression que ça s'est démocratisé, la LOA, c'est la location avec option d'achat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu veux acheter une voiture maintenant, c'est très difficile de savoir combien va te coûter la voiture si tu veux l'acheter cash. Tu vois? Tu ne peux pas le savoir. Là, dernièrement, il y a Dacia, ils ont sorti une voiture électrique. La Dacia Spring, elle est à... Bon, j'ai cherché pour savoir combien elle coûtait. Elle coûte 16 000 €, donc c'est la voiture électrique la moins chère du marché. Il y a des tests qui sont en train de se faire. Apparemment, elle est vraiment bien quand même pour le prix. Ça reste du bas de gamme au niveau du plastique, etc., à l'intérieur et tout ça. Mais voilà, ça reste une voiture électrique qui est beaucoup moins chère que ses concurrentes, apparemment, et qui fait bien le boulot. Mais pour savoir son prix, donc elle est à 16 000 je crois, et avec le bonus électrique, là, écologique, je sais pas quoi, elle revient à 12 000 € neuve, ou 12 500 € neuve, donc c'est vraiment pas cher pour une voiture électrique. Hein. Mais pour savoir combien elle coûtait, j'ai galéré. Et comme pour toutes les voitures, parce que maintenant, ils te mettent que le prix au mois. Ils te disent à partir de 90 € par mois, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la LOA. Ou alors, il y en a aussi qui appellent ça le leasing, ou voilà. Mais après, il y a différents types aussi. Il y a la location avec option d'achat, et il y a aussi la location longue durée, LDD, sans option d'achat, je crois. Il y a Oda qui dit, moi j'ai essayé de faire ça, mais sans CDI, c'est impossible. Ah, donc tu peux pas faire de LOA sans CDI? D'accord. Ouais, je savais pas. Après, si tu le dis, c'est que c'est peut-être vrai. Est-ce qu'en Belgique, vous avez aussi la LOA, du coup? Parce que, ouais, il y a peut-être des Belges, effectivement, Marie qui nous regarde, Marie qui est belge.
En gros, c'est un crédit, effectivement, hein, la LOA, moi, je suis pas fan. Je vais vous dire pourquoi je suis pas fan, parce que, effectivement, tu ne vas pas acheter la voiture, tu ne vas pas être propriétaire de cette voiture, donc, en soi, être locataire d'une voiture, ça a beaucoup d'avantages. Parce que tu as moins de frais d'entretien, tu as moins de frais d'assurance aussi. Je crois même que je me demande si tu as l'obligation d'assurer le véhicule. Je me demande si l'assurance n'est pas prise en... voilà, je ne sais plus. Mais je sais que tu as beaucoup moins de frais d'entretien parce que les frais d'entretien sont gérés par le concessionnaire qui va te louer la voiture. Mais je crois que tu n'as même pas d'assurance à prendre. Hein. Ouais. Tu as des assurances à prendre ou pas? Je sais même pas. Voilà. Ensuite, je crois que... En même temps, l'entretien, tu en as peu vu que le kilométrage est très limité. Effectivement, voilà, tu as raison. Effectivement, c'est ça que je reproche aussi à la LOA, c'est que tu as un kilométrage limité. Donc, en gros, tu vas louer ta voiture pendant 2 ans, je crois. C'est 2 ans ou 3 ans, ou je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est leasing, effectivement, peut-être en Belgique, ouais. Donc, tu payes une assurance, ok, bon. Donc, je comprends pas trop le principe, moi, de la LOA, vraiment. En plus, tu as un premier loyer à verser qui est souvent assez élevé. Vous regarderez, hein, quand vous voulez louer même la plus petite voiture du monde, la petite Clio, là, ou la petite Twingo, tu vas quand même devoir payer un premier loyer. Honnêtement, le minimum que j'ai pu voir, c'est peut-être 2000 €, je crois, pour une petite voiture. Et quand tu montes dans les voitures, bah, tu vas avoir un premier loyer de 3000 €, un premier loyer de 4000 €, un premier loyer de 5000 € des fois. Tu les as pas forcément, les 3000 €. Généralement, les gens qui font ça, c'est les gens qui, justement, n'ont peut-être pas envie d'acheter une voiture. Ils n'ont pas envie d'être propriétaires d'une voiture. Et donc, je comprends pas l'intérêt de la LOA. Je comprends pas. Une fois, j'ai vu un reportage, justement, c'était UFC Que Choisir qui avait fait ça, où 60 millions de consommateurs, une des deux, là, et qui disait la même chose que moi. Il disait que c'est un principe qui ne devrait plus exister. Qui ne devrait plus exister parce qu'en fait, on propose aux gens d'accéder à des voitures, entre guillemets, pas chères, parce que par mois, bon, voilà. Mais tu leur demandes de payer un gros loyer au départ. Ensuite, à la fin, ils ne sont pas propriétaires de la voiture. Si à la fin, tu veux racheter la voiture, tu peux la racheter. Ah, mais alors, à des conditions... je suis vraiment pas fan. Hein. Vraiment. Hein. Alors, en Autriche aussi, ça existe, et c'est surtout pour les personnes qui souhaitent changer de voiture, effectivement, toutes les 3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Les gens qui font de la LOA, souvent, c'est ça. C'est tous les 3 ans, ils changent. Comme ça, ils ont une voiture neuve tous les 3 ans. Tu vois? Et ils ont donc accès toujours à la top technologie. Et le leasing, ou la LOA même, je crois que ça se fait aussi, de plus en plus maintenant, dans tout ce qui est grosse télévision, ou même téléphone portable. Tu peux maintenant louer ton téléphone portable à SFR, Free, je crois qu'ils le font tous. Et au bout de 2 ans, tu redonnes ton téléphone et tu as le modèle au-dessus. Tu vois? Voilà, donc moi je suis pas fan, mais il y a des gens qui en trouvent plein d'intérêt. Voilà, là je vous ai un peu donné pas mal de désavantages, mais il y a des avantages. Voilà, notamment le fait que tu as toujours accès à une voiture neuve et que c'est effectivement... Après, qu'est-ce qu'elle nous disait? Il y a Tahiti qui dit, nous, c'est qu'on n'avait pas les sous pour acheter cash, donc on a fait un petit crédit. Donc ça fait un petit crédit, au bout de 5 ans, on l'achètera. Ouais, mais dans ce cas, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi passer par la LOA, pourquoi ne pas passer directement par l'achat de ta voiture à crédit? Parce que ça existe, les crédits auto. Les crédits auto, ça existe. Tu achètes ta voiture neuve, ta voiture, elle vaut 12 000 €, tu l'achètes. Tu vas donc l'acheter 12 000 €, plus ensuite le coût de ton crédit, et tu vas faire un crédit auto auprès de ta banque ou auprès d'un organisme de crédit. Et généralement, même, si tu achètes une Renault, le vendeur de chez Renault, il va te proposer de faire un crédit auto auprès de Renault Bank. Voilà, ils ont tous les petites banques comme ça. Il y a Dacia Bank, Renault Bank, enfin, c'est pas exactement les vrais noms, mais voilà. Donc, je comprends vraiment pas le principe de la LOA. Si on peut m'éclairer, franchement. Mais après, il y en a qui trouvent leur... Bon, vous avez eu mon avis, hein.
Il y a Alex qui dit à partir du moment où on est obligé de faire un crédit pour assumer le premier loyer, ce n'est pas rentable. Oui, effectivement, c'est pas toujours la meilleure idée. C'est pas toujours la meilleure idée. Pour nous, la banque ne voulait pas nous prêter, surtout les mensualités étaient trop élevées. Ouais, c'est vrai que la LOA, ça permet d'accéder à des mensualités moins élevées, parce que effectivement, la LOA, en fait, tu vas pas, tu t'engages que pour 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, ton crédit, il va pas représenter la valeur totale du véhicule, effectivement. Donc, oui, la LOA, ça peut être intéressant pour vraiment les tout petits budgets. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Voilà. Parce que, en fait, c'est la même chose que je vous ai dit il y a 15 jours. C'est dommage de s'endetter. Je vous donner l'exemple, je vous disais, voilà, il y a des gens qui s'endettent pour acheter une voiture parce qu'ils ont besoin d'une voiture pour travailler. Mais c'est pas ça la réflexion qu'il faut avoir. La réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien pour économiser un maximum dans mes dépenses, faire le tri dans mes dépenses, vendre des trucs, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour déjà économiser, enfin, dépenser moins. Et ensuite, le fait de dépenser moins, ça nous permet ensuite d'avoir un petit fauteuil comme ça, une petite sécurité, qui nous permet soit de pouvoir effectivement se payer une petite voiture d'occasion, ou de verser le premier loyer demandé par les concessionnaires pour la LOA, etc. Donc, voilà, après, effectivement, chacun fait un peu comme il veut. Et oui, la voiture ne t'appartient pas. Tu restes locataire de cette voiture. Tu dois ensuite la rendre, ou sinon, au bout des 2 ans ou des 3 ans, tu peux l'acheter aussi. Mais au final, si tu l'achètes au bout des 2 ou 3 ans, tu l'auras acheté plus cher que si tu l'avais acheté il y a 3 ans en arrière, cash ou avec un crédit auto. Mais effectivement, peut-être qu'il y a 3 ans en arrière, tu ne pouvais pas te permettre d'assumer les mensualités de ton crédit auto ou de l'acheter cash. Donc, c'est pour ça que moi, je vous donne le conseil dès le départ, dès que vous êtes ado, là, s'il y a des jeunes qui nous regardent de 17-18 ans, dès maintenant, vous commencez à dépenser moins. Vraiment, comme ça, quand vous aurez 30 ans, vous ne serez peut-être même pas concerné par tout ce qu'on est en train de raconter là. Alors, j'ai vu passer une question, j'ai vu des crédits auto à 0%, est-ce qu'il y a un loup quelque part? Après, tu es en Autriche, toi, si je dis pas de bêtises, donc je sais pas comment se passe comment vont les banques là-bas en Autriche, hein, les crédits auto à 0%. Faut toujours vérifier. Après, des fois, il y a des banques qui font des produits d'appel comme ça, hein, en proposant un taux à 0%, mais généralement, c'est pas sur la totalité de ton taux, de ton crédit. Hein. Tu vas avoir un taux d'intérêt à 0% sur les 2 ou 3 premiers mois. Voilà, les 2 ou 3 premiers mois. Tu vois, c'est pas... Une banque ne va pas te prêter... encore une fois, si ta voiture te coûte 12 000 euros... la banque ne va pas te prêter 12 000 euros à 0%. Voilà, ça existe, les crédits à 0% dans l'immobilier, ça existait, ça se fait de moins en moins, les taux à 0%. Ça se fait, ça se fait à un moment donné, Action Logement le faisait. Nous-mêmes, quand on a acheté notre appartement, il y a 6 ans en arrière, on a accédé à un crédit à 0%. C'était, je crois, 30 000 euros, je crois. On avait emprunté évidemment plus que 30 000 euros, hein, parce qu'on a acheté un appartement. Non, c'était pas 30 000 euros qui étaient à 0%, je sais plus. Mais voilà, il y a pas mal en immobilier, ça existe, les crédits à 0%, mais c'est pas non plus des sommes mirobolantes. Après, pour les voitures, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Donc, je sais pas où tu as trouvé ça, un crédit voiture à 0%. Mais à mon avis, c'est que sur les 2 ou 3 premiers mois. Hein. Voilà. Il y a Sandrine qui pose la question de la location-accession pour les maisons. Est-ce que ça vaut le coup? Alors là, par contre, la location-accession pour les maisons, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. La location-accession, si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est tu vas être locataire de ton appartement ou de ta maison. Généralement, c'est des petites maisons, hein, des petites maisons... des petits pavillons. Ça a été créé et proposé pour que les familles modestes qui ne peuvent pas accéder à la propriété puissent le faire
petit à petit. Donc, tu vas être locataire de ton petit pavillon pendant quelques années. J'ai pas les détails, parce que là, tu me poses la question dans le live comme ça, donc j'ai pas exactement les détails. Je pourrais chercher, mais voilà, tu vas être locataire. Et ensuite, tu pourras donc devenir propriétaire de ce bien après plusieurs années. Je crois que tu n'as même pas l'obligation de l'acheter après ces quelques années. Tu peux décider soit de rester locataire, soit de partir, de déménager. Tu n'as pas d'obligation, ça reste une option. Et ce qui est intéressant, quand je m'étais renseigné à l'époque là-dessus, si je dis pas de bêtises, ce qui est intéressant, s'il y a des spécialistes, contredisez-moi si je dis des bêtises, c'est qu'en fait, toutes tes années de loyer, donc partons du principe que tu as versé un loyer de 500 € par mois, donc ça te fait donc du 6 000 € par an. Si tu y restes 3 ans, ça nous fait donc du 18 000 €, 3 x 6, 18. Donc tes 18 000 €, tes 3 ans de loyer, seront déduits du prix de ta maison. Donc en fait, c'est ce que j'avais compris à l'époque et c'est ça que j'avais trouvé intéressant. J'espère que je ne dis pas de bêtises et j'espère que ça n'a pas changé depuis parce que ça fait plus de 2 ans que j'étais renseigné là-dessus. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça super bien parce que ça permet aux gens de se dire bah là, je ne suis pas en capacité d'être propriétaire tout de suite parce que je ne suis pas en capacité d'accéder à un crédit immobilier, je ne suis pas encore stable financièrement, je n'ai pas encore fait le ménage dans mes dépenses, bref, je ne suis pas au top du top, je ne suis pas dans le vert, je suis encore un peu dans le orange. Faut pas faire ça si tu es dans le rouge, hein. Si tu es mauvais gestionnaire, dépensier, que tu sais pas où va ton argent, tu te lances pas déjà, de toute façon, tu te lances pas dans un projet d'achat immobilier si tu es une personne qui est dans le rouge. Par contre, si tu es dans le orange et que tu commences un peu à comprendre comment ça fonctionne l'argent et surtout à comprendre ce que tu dépenses, où tu le dépenses, pourquoi tu le dépenses, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Donc là, tu deviens un peu orange, tu vois. Et donc, tu peux effectivement, pourquoi pas, te renseigner sur la location-accession. Voilà, ça te permet donc ensuite de vraiment faire le gros ménage, de te mettre vraiment dans le vert. Et ensuite, dès que tu peux donc accéder à ce crédit immobilier, hop, tu deviens propriétaire. Mais pour trouver des logements disponibles en location-accession, c'est pas non plus super facile. Moi, personnellement, je ne peux même pas vous dire où aller. Je peux même pas vous donner des sites internet, etc. Vraiment, je peux pas du tout vous renseigner là-dessus. Si vous tapez location-accession sur Google, vous tomberez sur plein de sites. Malheureusement, vous tomberez aussi sur, à mon avis, plein de sites bidons, d'arnaques, etc. Donc, c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à peut-être vous renseigner aussi auprès des gens, des organismes comme Action Logement, ou c'était Action Logement, ou à un moment donné, moi quand j'étais salarié à Auchan, je crois que c'était ça, hein, c'est Action Logement, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Non. Où ils proposaient des solutions, des crédits à 1% aussi, il y avait plein de choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Alors, hop. Des fois, les crédits à 0% ou à taux très bas, c'est pour aussi c'est par les employeurs. Mon mari bosse à la Poste et on a eu droit à un taux très très bas en passant par la banque postale en tant qu'employé de l'entreprise. Oui, bah effectivement. Hein. Oui, effectivement, quand tu es employé d'une banque, ou en l'occurrence là, la Poste, l'avantage, effectivement, quand tu travailles à la Poste, c'est que la Poste a aussi la banque postale. Donc oui, effectivement, là, faut pas hésiter. Hein. Si vous travaillez dans une banque ou que... Même, je sais que les fonctionnaires aussi, ils ont accès des fois à des choses intéressantes via la Casden. Après, la Casden, c'est pas toujours très intéressant. Voilà. Moi, ma mère est fonctionnaire, donc j'ai accès à la Casden aussi en tant que... Je sais pas comment ils appellent ça. Moi, je m'étais renseigné, c'est pas très intéressant la Casden actuellement. Mais voilà, ça reste quand même... Il y a plein de façons d'accéder à des crédits immobiliers un peu moins chers que le commun des mortels, tu vois. Voilà, donc faut se renseigner, faut voir un peu, selon son métier, on a accès souvent à plein de choses. Hein. Et souvent en France, on l'oublie ça. On oublie souvent de regarder un peu tous les avantages et de prendre conscience aussi de tous les avantages qu'on peut avoir déjà en tant que Français par rapport à d'autres populations du monde.
mais aussi on oublie aussi un peu tous les avantages qu'on a en tant que salarié du privé, par exemple. Parce que souvent on crache sur les fonctionnaires, mais personnellement, pour avoir été salarié du privé, pour avoir été aussi fils de fonctionnaire, et pour être maintenant, entre guillemets, un peu, enfin, pour être précaire, donc voilà, intermittent du spectacle, entrepreneur, entre guillemets, avec nos revenus de YouTube et tout ça, on a connu un peu toutes les casquettes, et c'est vrai que quand je vois mes amis qui travaillent dans le privé, qui se plaignent toujours un peu, je me dis, mais regarde les avantages que tu as, mon frère, regarde. Tu as accès à tellement de choses que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas. Et pour revenir sur les crédits, des fois, les comités d'entreprise, effectivement, enfin, pas les comités d'entreprise, mais les grandes entreprises, pardon, proposent des choses à leurs employés, hein, vraiment. Hein, pour le logement, c'est pas des blagues. Hein. Pour le logement, c'est pas des blagues. Moi, quand j'étais salarié à Auchan, il y avait tout un petit flyers comme ça sur le logement. Tu pouvais devenir propriétaire en passant par Auchan, par Action Logement, par les commis, etc. Tu pouvais accéder à beaucoup d'avantages et surtout, tu pouvais accéder à des informations que je n'avais jamais lues en fait. Grâce au fait que tu es salarié d'une boîte privée. Voilà, et donc c'est pareil pour les grandes usines, les mecs qui travaillent à Renault, à EDF, voilà, tous ceux qui travaillent dans... Après, il faut être aussi en CDI, c'est vrai. Il y a de plus en plus maintenant de grandes entreprises qui font bosser que du CDD ou de l'intérim. Donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que quand on est en CDI dans une grande boîte, vraiment regardez et renseignez-vous sur tous les avantages que vous avez. Bienvenue à toi, nouveau petit Pokémon. Il y a Tahitiju qui dit « Moi, j'ai bossé 5 ans à Auchan et maintenant, je suis professeur des écoles. » Il n'y a pas photo niveau avantage. À Auchan, il y avait 13e mois. Alors, moi, c'est pareil. Effectivement. J'étais en CDD à Auchan. Je n'étais même pas en CDI. Donc, je n'avais pas le 13e mois, moi. Mais bon, j'avais la prime de précarité, tout ça, des CDD. Mais effectivement, il y avait 13e mois, prime d'intéressement. Moi, j'avais participation aux bénéfices. J'avais aussi. Je pouvais placer mon argent. Tu as raison. On avait des placements dans les Perco. Les placements Natixis, etc. Les parts de l'entreprise, tu pouvais être sociétaire effectivement à Auchan. On avait accès aux places de cinéma à 4,50 €, les voyages, les parfums, en veux-tu, en voilà, c'était hallucinant. Et j'étais aussi salarié, moi, dans le groupe Casino Restauration. J'avais un 13e mois, enfin bref. Il y a même des entreprises où il y a des 14e mois. Mais ça, les gens, ils ne vous le diront jamais. Ils ne vous le diront jamais, hein. Jamais, jamais. Hein. Chez Orange, il y a des prêts à taux zéro, même pour les CDD. Oh, bah c'est bien ça. Mais prêt à taux zéro dans quoi? Tu peux acheter... bah oui, parce qu'il y a Orange Bank aussi, Lolita. Effectivement, toi, t'es à Orange, là. Orange Bank, du coup, ouais, ils font des prêts, mais ils font pas de l'immobilier, je crois, hein, Orange Bank, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Parce que pas toutes les banques font de l'immobilier, hein, parce que c'est quand même un secteur d'activité où... toutes les banques ne vont pas vers l'immobilier. Hein. Que penses-tu du viager? Alors le viager, j'en avais parlé dans un précédent live et j'avais dit qu'en gros j'y connaissais vraiment pas grand-chose en viager et que le sujet m'intéresse tellement peu que j'ai pas envie de me renseigner. Voilà, donc c'est mon avis sur le viager. Voilà. Alex qui dit, si vous saviez les avantages qu'on a chez Lidl, c'est comme ça qu'ils nous gardent. Bah oui, mais après, Alex, j'ai envie de te dire, souvent, effectivement, on va se plaindre de Lidl parce que, comme on va se plaindre d'Amazon ou de toutes ces entreprises un peu où il faut aller vite, tu vois. Voilà, souvent ça revient comme ça dans les groupes Facebook, etc. Que Lidl c'est une mauvaise entreprise parce qu'ils mettent la pression aux caissières et que la caissière elle fait aussi de la mise en rayon, elle fait aussi du stock, elle fait aussi du nettoyage. Bref, quand tu es à Lidl, tu fais un peu tout. Que les managers ils comptent pas leurs heures à Lidl, oui c'est vrai, mais les managers ils comptent pas leurs heures à Casino Restauration non plus. Moi je faisais 60 heures quand j'étais manager là-bas, 65 heures des fois par semaine. Oui, mais à côté de ça, on a aussi plein d'avantages. Et de dire, effectivement, Lidl, Alex, ils ont plein d'avantages et c'est comme ça qu'ils te gardent. Donc, effectivement, est-ce que
avoir moins d'avantages, mais une meilleure ambiance de travail, c'est bien. Il y en a qui vont préférer avoir moins d'avantages, mais une meilleure ambiance, moins de stress, qu'on te speed moins, etc. Moins dans la productivité maximum. C'est vrai qu'à Lidl, voilà, c'est une des seules enseignes où moi, personnellement, quand je suis client et que je vais à Lidl, je suis un peu stressé. Au niveau de mon passage en caisse, j'ai toujours peur de ne pas aller assez vite. Alors que dans tous les autres magasins, tu passes en caisse, tu peux parler avec la caissière, tu prends ton temps. À Lidl, non. À Lidl, elles peuvent encaisser le client d'après alors qu'elles n'ont pas encaissé le client, alors qu'elles t'ont pas encaissé toi. Elles arrivent à faire ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à Casino Restauration, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait qu'on mette en attente le ticket pour encaisser le ticket d'après. À Lidl, elles n'ont même pas besoin de le faire. Je te jure, elles passent le client d'après. Toi, tu ranges tes courses. Elles passent le client d'après, elles l'encaissent. Et toi, elles t'encaissent après, je te jure. Des fois, je les regarde, les caissières, je dis, mais c'est pas possible. Tu vois donc, mais voilà, après, c'est la société où on veut que tout aille vite et que tout aille vite. Donc, on ne peut pas non plus se plaindre non plus. On est très content aussi quand ça va vite et que le livreur Deliveroo, il arrive vite avec ton burger à ta porte. Donc, voilà. La vitesse a ses désavantages, mais il y a aussi plein d'avantages, effectivement. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vais vous lire un petit peu vite fait. Mon collègue, mon mari travaille à Lidl, il me dit que ses collègues, c'est tous des feignasses. Ouais, ça dépend, hein. Ça dépend, hein. Mais après, si vous cherchez un boulot, franchement, si vous êtes sans emploi, là, si vous cherchez à bosser vite, enfin, à être embauché assez vite, je ne vais pas vous la faire comme elle l'avait fait. C'est qui avait fait polémique? C'était Macron ou c'était Sarkozy? Je crois que c'était Macron qui avait dit une fois à un jeune, pendant les campagnes présidentielles, il avait dit à un jeune, il avait dit, tu sais, mon grand, si tu veux trouver un travail, tu traverses la rue et tu peux trouver un boulot, parce que c'était pour dire en gros que si tu veux travailler, en étant jeune, tu vas dans la restauration, c'était pour lui dire, va déposer tes CV dans les restaurants et tu vas bosser. C'était Macron. Ça avait fait polémique. Alors moi, j'étais là, je regardais ça, je dis, mais qu'est-ce qui fait polémique dans cette phrase? Enfin, il n'y a rien de faux dans ce qu'il dit. Si tu veux trouver un travail, en France, il y a des boîtes qui embauchent assez facilement. Le McDo, Lidl, tous les jours, c'est assez simple de trouver un mi-temps. Tu ne vas pas trouver un temps plein en CDI. Mais la restauration, l'hôtellerie, le McDo, quand tu es jeune, je te parle, Lidl, quand tu es étudiant, tu vas travailler à Super U, à Intermarché le dimanche. Bref, si tu veux avoir un petit peu d'argent quand tu es étudiant, tu trouves quand même assez facilement du travail. Vous voyez ce que je veux dire? L'intérim, merci à toi Vanessa, effectivement. Donc quand ça a fait polémique, je me suis dit, mais pourquoi ça fait polémique? Dans ce cas, ça veut dire, je sais pas, j'ai pas compris la polémique, tu vois. Quand tu veux travailler, tu peux travailler. Par contre, faut pas être exigeant sur tes conditions de travail, hein. Voilà, la restauration, par exemple, c'est un métier où tu trouves assez facilement du boulot. Voilà. Mais il faut mettre tes CV partout, il faut bien présenter, il faut réussir à motiver les gens en leur disant « Moi, j'ai jamais travaillé en restauration, je suis débutant, certes, mais voilà, je suis motivé, prenez-moi à l'essai un jour, et ton premier service, il doit être exemplaire. » Et là, c'est bon. Par contre, si ton premier service à l'essai, il est pourri, c'est aussi un peu de ta faute, et tu seras peut-être pas repris. Donc, tu vas tester à la rue d'après, etc., etc. En gros, voilà. Il y a Lolita qui dit, sauf qu'il s'adressait à quelqu'un de surqualifié. Ah oui, c'était quelqu'un de surdiplômé qui cherchait du travail. Mais après, moi, perso, je suis dans cette situation-là aussi. Et Bibou, c'est pareil. On a des bacs plus 5. On ne va pas se lancer sur l'intérêt de faire des études ou pas. Mais j'ai jamais fait de boulot à la hauteur de mes études. Bibou non plus. Je connais d'ailleurs aucun de mes amis qui font des boulots à la hauteur de leurs études. Malheureusement. Donc voilà, pour moi maintenant, à notre époque, faire des études et avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5, ça sert uniquement si tu veux rentrer dans la fonction publique et passer des concours de catégorie A. C'est tout. Le seul but, c'est ça. Vraiment. Parce que généralement, quand tu fais un bac plus 5, tu ne travailleras jamais ou rarement dans le secteur d'études que tu as étudié. Par contre, ton bac plus 5, il va t'ouvrir des concours pour être proviseur, inspecteur dans la fonction publique. Il va t'offrir des postes de catégorie A dans
dans les mairies, dans les services de voirie, de déchetterie, tous les services administratifs, etc. Quand tu as un bac plus 5, tu peux accéder plus facilement à ces concours-là et tu as un peu plus de neurones, entre guillemets. Mais évidemment, il faut passer les concours en continuité de tes études parce que sinon tes neurones, elles baissent. Moi, mes neurones, elles ont baissé de fou en 10 ans. Hein. Quand j'étais en bac plus 5, j'étais bien plus intelligent que maintenant parce que le cerveau, ça se travaille. Et mon cerveau, je l'ai pas... Voilà. Et effectivement, être surqualifié et être diplômé, ça ne veut pas forcément dire être compétent. Voilà. C'est vrai, effectivement, tu as raison aussi. Donc voilà, c'est... Après, les concours de catégorie A ne sont pas élitistes. Hein. Non, non, non. C'est juste que pour être chef d'un grand département, je ne sais pas moi, de la sécurité sociale ou de la CAF ou des grandes communautés de communes, tu demandes quand même à la personne d'être un minimum compétent et donc de réussir le concours. Mais après, il faut quand même un certain niveau d'études. C'est pas être dénigrant pour les gens qui font pas d'études de dire ça. Mais il y a des postes qui te demandent quand même, je sais pas hein, si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a des domaines d'activité où tu as besoin d'avoir les compétences nécessaires pour comprendre, notamment la finance et l'investissement. Là, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à regarder les chaînes de finance, je comprenais rien. Je comprenais pas un mot sur deux de ce qu'ils disaient, parce que le vocabulaire était très technique, mais aussi la façon de tourner les phrases et la façon... Voilà, c'est comme les discours politiques aussi. Au début, quand j'écoutais les discours des politiciens, parce que moi j'aime beaucoup, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, parce qu'ils parlent d'une façon tellement... Voilà, il faut être instruit pour comprendre certaines personnes. Et moi, il y a des gens que je comprends toujours pas, c'est les littéraires. Les littéraires, quand ils parlent vraiment comme des littéraires, les émissions de littérature où ils parlent de livres, où ils vont parler des cinémas, tout ça, ça va être un monde que moi, je ne maîtrise pas et je ne suis pas suffisamment instruit pour comprendre ça. Voilà. Donc, effectivement, quand tu fais des études, tu vas accéder à ce vocabulaire-là, à ce langage-là et à cette façon de s'exprimer-là auquel tu n'accèdes pas si tu ne fais pas d'études. Il faut dire ce qui est. Depuis que je ne fais plus d'études, je suis désolé. Là, quand j'étais vraiment dans mes études à fond, mon master, sans déconner, les mecs qui parlaient face à moi, là, les maîtres de conférences à la fac et tout, les mecs, c'était des têtes. C'était des têtes. Et j'étais vraiment fier de comprendre ce qu'ils me disaient. Franchement, hein. J'avais des trucs en gestion de projet, en comptabilité et tout ça. C'était du haut level. Les mecs, ils parlaient pas. Fallait pas être un abruti. Fallait s'accrocher pour comprendre. Si je refais le même cours maintenant, je comprendrais rien. Parce que en 10 ans, je me suis abruti. Mais c'est pas négatif de dire ça. C'est juste que le cerveau, ça, c'est quelque chose que tu dois travailler au quotidien. Tu vois. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus du tout la même motivation. Hein, c'est sûr. Hein, mais voilà. C'est bon. Allez, je me suis écarté là. Mais... Et pour revenir sur le monde des finances, c'est un domaine qui demande quand même d'avoir les neurones en place, hein, franchement. Hein. Une petite question. Est-ce que mettre de l'argent... Alors ça, je crois que c'est une abonnée qui habite en Allemagne. Est-ce que mettre de l'argent sur un fonds de placement peut être préjudiciable pour une demande de crédit immobilier ? Je réponds très simplement, non, je ne pense pas et je ne vois pas pourquoi ça le serait. Parce que mettre de l'argent sur un fonds de placement, ça veut donc dire investir ton argent ou épargner ton argent sur un produit qui là s'appelle le fonds de placement. Donc je ne vais pas détailler ce que c'est parce que les fonds de placement, il y en a vraiment énormément. C'est des fonds de placement donc communs où chaque épargnant va mettre de l'argent dans ce fonds et ce fonds ensuite va investir donc sur des actifs plus importants. Et donc toi, en tant que petit épargnant, tu auras peut-être mis 500 € ou 1000 € dans ce fonds de placement. Et le fonds de placement, lui, il aura peut-être un capital d'investissement de 1 million, 2 millions, 4 millions, 10 millions d'euros parce que tes 1000 €, ils ont été additionnés avec plein de 1000 €. Et donc, ça va permettre d'investir sur des actifs importants. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait préjudiciable dans une demande de crédit immobilier. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que si tu veux faire un crédit immobilier, il faut que tu arrives sans avoir d'assurance vie, sans être sans avoir d'investissement en bourse, sans avoir d'investissement à SCPI, etc. Donc non, honnêtement,
avoir de l'épargne et investir, c'est justement bénéfique pour ta demande de crédit immobilier parce que, ils vont dire, cette personne-là, elle a les revenus suffisants pour investir, pour épargner. Cette personne-là, elle sait quoi faire de son argent, elle gère son budget, ça c'est très important pour les banquiers, et donc elle est vraiment au vert, voilà, c'est au top, tous les signaux sont au vert, on peut, on pourrait, hein, ça reste du conditionnel, accéder à sa demande de crédit immobilier. Après, ça dépend évidemment de ton travail, de ton CDI, de ton salaire, de comment tu gères tes comptes aussi, parce que tu peux avoir de l'argent épargné sur un... Là, c'est un fonds de placement, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être un PEL ou une assurance vie. C'est pas parce qu'on a de l'épargne de côté qu'on est forcément bon gestionnaire, parce que des fois, il y a des gens qui vont hériter de 5 000 € de mamie Germaine et 5 000 € de mamie Gertrude, mais ils sont à découvert tous les jours. Voilà. Donc, avoir de l'épargne n'est pas forcément toujours uniquement ce que le banquier va regarder. Ok. Après, effectivement, alors qu'est-ce que tu dis d'autre? Ah, mais là, vous êtes en train de parler entre vous, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon, vous avez fini de parler entre vous, parlez toujours des études, c'est ça? Après, je sais que ce que j'ai dit, tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein, mais je sais qu'il y en a aussi qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, donc voilà. Alors, Alice qui dit comment travailler tous les deux sans faire garder ses enfants. Je l'avais dit dans un précédent live, je crois qu'on l'avait dit avec Bibou, ça. Faire garder ses enfants en France, ça coûte vraiment pas cher, hein, vraiment, Alice. Hein, c'est vraiment pas cher, hein, de faire garder ses enfants. Renseigne-toi sur les aides de la CAF, tu verras que... T'inquiète pas, Alice, ça va pas vous ruiner. Et de toute façon, c'est un budget... c'est un budget, effectivement, quand on a des enfants, il faut toujours être prêt à avoir un budget garde et un budget alimentation et un budget plein d'autres trucs, mais voilà. Mais le budget garde n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Babou, est-ce que tu penses quoi d'être sociétaire dans une banque? Ça, c'est une question compliquée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-banque, donc qui vont partir du principe qu'ils n'ont pas envie de s'investir dans leur banque. Après, il faut faire attention aussi parce que là, peut-être, Lucie, tu penses au Crédit Mutuel, je crois. C'est quoi la banque, là, qui fait toujours de la pub à la télé pour dire oh yeah! Merci à toi, Malena. C'est Crédit Mutuel, je crois. Merci beaucoup, Malena, qui dit sociétaire du Crédit Mutuel. Ouais, c'est Crédit Mutuel, je crois. Il nous balance tellement de pubs là-dessus sur le sociétariat du Crédit Mutuel. Et je crois que c'est eux. Et donc, ils arguent... ils mettent en avant le fait que c'est une banque où les clients sont sociétaires et où il n'y a pas d'actionnaires. Et en gros, moi, je ne suis pas fan de cet état d'esprit-là de mettre en compétition les bons petits clients sociétaires pauvres, tu vois, et les actionnaires riches qui sont, du coup, qui ne vivent pas dans le même monde que nous et qui n'ont pas les mêmes problématiques et qui sont... Enfin bref, voilà. J'aime pas trop, moi, de toute façon, cette compétition entre les riches et les pauvres qui existe et qui existera toujours. Et moi, je me considère à la fois riche et à la fois pauvre. Voilà. Et je vous invite tous à vous considérer à la fois riche et à la fois pauvre. Ça permet juste d'avoir tout simplement de garder les pieds sur terre. Voilà. Donc effectivement, après, je sais que nous, notre banque, à un moment donné aussi, nous avait proposé d'être sociétaire. Donc nous, on est dans une banque qui est cotée en bourse, donc il y a aussi des actionnaires. Donc là, on va faire vite fait une parenthèse bourse. Un actionnaire n'est pas forcément un riche qui est totalement déconnecté du monde réel. Voilà. Personnellement, je suis actionnaire de la Française des Jeux. Voilà, par exemple. J'ai acheté des actions FDJ à l'époque, là, il y a 1 an, quand c'est sorti. Je ne vais pas vous dire ensuite
quel autre type d'action j'ai dans mon portefeuille. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais portefeuille boursier. Mais tout le monde, n'importe qui, peut être actionnaire de la Banque Populaire ou de la Société Générale ou du Crédit Agricole ou de Amazon ou de Total. Je cite exprès toutes les grandes entreprises que les gens n'aiment pas. N'importe qui peut être aussi actionnaire de Bouygues, de... Quelle entreprise vous aimez pas encore? Google, enfin c'est pas Google, c'est Alphabet l'entreprise, bref. N'importe qui peut être actionnaire d'une grande entreprise. Être actionnaire, ça ne veut pas dire être riche et être déconnecté. Tu peux être actionnaire de Total, voilà, tu achètes 1 ou 2 actions ou 10 actions de Total. Comment devenir actionnaire? Je te dirai ça dans le live bourse dans 15 jours, Claude. Dans 15 jours, Claude, on va faire le live bourse et je détaillerai ça. Et il faut arrêter de se chamailler dans le chat, attention. Et donc, il y a souvent des banques qui vont mettre en opposition les sociétaires et les actionnaires. Donc voilà, je vous le dis, c'est débile de faire ça. En tant que client particulier, tu peux être sociétaire donc de ta banque. Pourquoi pas? Moi, par contre, ce que j'ai dit à mon banquier, j'ai dit, qu'est-ce que ça va me rapporter d'être sociétaire de chez vous? Parce que être sociétaire, ça va me permettre de voter à l'Assemblée Générale de ma banque, mais en soi, j'en ai rien à faire de ça. Moi, j'ai pas envie de m'impliquer dans les choix de ma banque. Je fais confiance aux gens dont c'est le métier, qui ont fait les études pour et qui travaillent dans ce métier depuis 10, 15, 20 ans. C'est pas moi, petit sociétaire, qui vais donner mon avis à l'Assemblée Générale. Non, moi, je veux juste que ma banque, elle me permette de gagner de l'argent via les différents produits d'épargne que j'ai chez vous. Et est-ce que être sociétaire chez vous, ça va me rapporter quelque chose? Et là, il m'a dit, oui, si vous êtes sociétaire chez nous, vous pouvez ensuite, bienvenue à toi, Licini, vous pouvez ensuite revendre, tu peux ensuite revendre tes parts, et enfin, chaque année, tu as des intérêts en tant que sociétaire. Donc là, je lui ai dit, ok, super, ben parfait. Et je lui ai demandé, c'est combien les intérêts? Il m'avait dit que c'était aux alentours de 1,5%, donc c'était plus intéressant que le livret A, plus intéressant que tout ça. Donc j'ai dit, ok, allez, vas-y. Donc j'ai acheté effectivement, j'ai été sociétaire, j'ai acheté quelques actions chez eux. Mais c'est vraiment ça, moi. Il fallait que ça me rapporte de l'argent. J'ai pas besoin d'être sociétaire juste pour voter à l'Assemblée Générale. Moi, j'en ai rien à cirer, vraiment. Voilà. Par contre, être sociétaire, ça te rapportera moins d'argent qu'être actionnaire. Parce que quand tu es actionnaire d'une banque, là, tu vas acheter des actions via le marché boursier. Et là, ça te rapportera beaucoup plus qu'être sociétaire. Sociétaire, c'est un petit cadeau qu'on te fait. En gros, la banque te remercie d'avoir participé au capital de la banque et de t'investir, entre guillemets. Il n'y a pas de côté négatif à être sociétaire de ta banque. Voilà. Une petite question... j'ai cru comprendre, Babou, c'est la question de Jus. J'ai cru comprendre, Babou, que vous aviez gardé des livrets A pour vos filles, en plus des assurances vie. Pourquoi? Alors, pour ceux qui ne suivent pas, donc les assurances vie, nos filles, elles en ont une chacune. Et effectivement, nos filles ont aussi un livret A chacune. En France, tu peux ouvrir un livret A par personne. Donc, nous, on a 5 livrets A. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ouvert 5 livrets A? En plus des assurances vie, c'est que en fait, c'est tout simplement parce que quand on a vendu notre appartement à Perpignan, on a eu donc une grosse rentrée d'argent. Cet argent-là, je devais le mettre quelque part, tout simplement. Donc, je ne voulais pas le mettre en intégralité sur l'assurance vie, même si j'aurais pu. Parce que l'assurance vie, tu peux récupérer ton argent très facilement. Même avant les 8 ans, je vous l'ai déjà dit, les fameux 8 ans. Si tu retires ton argent de l'assurance vie avant tes 8 ans, tu seras fiscalement fiscalisé, voilà. Mais uniquement sur les intérêts que tu auras fait. Voilà, tu n'es pas taxé sur le capital que tu auras placé ou retiré. C'est vraiment... il y a de la fiscalité sur les intérêts que tu auras eu. Okay, donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais attends, et puis évidemment, je ne voulais pas non plus mettre l'argent dans un projet, acheter de l'immobilier ou autre. Je savais que cet argent-là, on allait l'avoir disponible pendant 6 mois, peut-être même pendant 1 an, peut-être même pendant 1 an et demi, parce que cette maison-là,
on l'a acheté au final plus rapidement que ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'on reste en location au moins, enfin, au maximum 1 an. Hein. On est resté en location finalement 5 mois, je crois, ou 6 mois. Donc on a acheté cette maison 6 mois plus vite que prévu. Donc il fallait mettre cet argent quelque part, donc j'ai mis sur les livrets A. Donc j'ai rempli tous les livrets A. Hein. Donc si vous faites vos comptes, vous avez compris qu'évidemment 5 livrets A, donc ça fait donc 100 000 euros. Bah oui, parce que c'est 20 000 euros. Oui, quand tu vends une maison, tu as quand même de l'argent qui rentre. Hein. Donc voilà, cet argent-là était là. Et ensuite, cet argent-là est parti ensuite en apport pour cette maison ici. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne les ferme pas? Parce que oui, je pourrais les fermer. Après, ça ne coûte rien les livrets A. Donc là, effectivement, il y a 10 euros sur chaque livret A. Je pourrais les fermer, effectivement, parce que ça me rajoute des lignes sur mes comptes. J'ai plein de petits comptes comme ça. J'ai du coup 5 livrets A, PEL, etc. Mais ça ne me coûte rien, ça ne me coûte pas d'argent d'avoir des livrets A ouverts. Donc je les laisse ouverts. Par contre, si ça me fait perdre 50 euros parce que j'ai 10 euros par livret A. Je crois qu'il faut avoir 10 euros minimum. Donc là, j'ai 50 euros qui sont un peu en dormance, comme ça. Donc voilà. Après, c'est pas forcément bien de tout mettre sur ton assurance vie parce que moi, perso, ce que j'appelle la petite... J'ai vraiment trois niveaux, moi, de risque. Hein. J'ai la petite poire pour la soif. Et la petite poire pour la soif, je la garde sur mes livrets d'épargne bancaire. Donc, livret A, ou bien livret de développement durable, ou bien livret d'épargne populaire. Donc voilà, si tu as accès au livret d'épargne populaire, le LEP, il rapporte 1%. Voilà. Tu peux mettre environ 7 000 euros dessus. Donc, pourquoi pas remplir ce LEP-là. Le livret A, si tu n'as pas accès au LEP, tu peux mettre sur le livret A. Et c'est vraiment cette petite poire pour la soif qui doit être disponible, dans laquelle tu peux piocher vraiment au hasard, comme ça, sans vraiment réfléchir. C'est un endroit où tu vas te dire, je mets 30 euros par mois sur cette poire-là, et quand j'en ai besoin pour la voiture ou pour X raison, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais même pas vraiment combien je mets dessus et combien je retire. C'est vraiment toujours au feeling. Et voilà, c'est instantané. Une assurance vie, quand tu peux effectivement, si tu veux récupérer de l'argent sur ton assurance vie, il faut que tu en fasses la demande et tu l'as sous 24 à 48 heures. C'est pas instantané. Voilà, c'est pas instantané. Alors que les livrets d'épargne qui sont chez ta banque, c'est instantané. Tu prends ton téléphone. Moi, j'ai l'application sur mon téléphone. En 5 secondes, je fais mes virements internes, vraiment. Donc, une assurance vie, c'est bien plus intéressant qu'un livret A, Vanessa, parce que ça va te rapporter bien plus d'argent. Voilà. Mais ça n'a pas du tout la même utilité. Voilà. Le livret A, là, on n'a que 50 euros dessus. Voilà. Mais voilà, je ne vais pas vous dire à combien s'élève ma poire pour la soif, parce que là encore, ça choque des gens. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis que tu as 5 000 euros de côté, ils trouvent ça énorme. Et je ne vais même pas vous dire quand c'est plus que 5 000 euros. Bienvenue à toi, Spikey. Mais voilà, n'hésite pas vraiment à, effectivement, Vanessa, à regarder les anciens lives argent. Je parle pas mal de l'assurance vie. Hein, n'hésite pas, Vanessa, il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai oublié, désolé. Ah, je voulais dire un truc. Oh, bon, mince, ça me reviendra tout à l'heure. Une autre petite question. Des conseils pour payer peu ou pas de droits de succession. Donc ça, je l'avais dit aussi, je crois, il y a 15 jours. Et très rapidement, je vais vous redonner mes conseils. C'est si vous là, vous avez 50, enfin même 40, 50, 60 ans, et que vous avez un petit peu d'épargne de côté, que vous avez un petit studio, etc. Bref, que vous avez fait les choses pour avoir un petit peu d'argent de côté à léguer à vos enfants ensuite pour leur vie active. Léguer un maximum, donner un maximum de votre vivant. Vous pouvez donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. Vous avez un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Ok ? Exempt de tout droit de succession. Voilà. Vous donnez 100 000 euros, vos enfants ont 100 000 euros. Voilà. Alors que si tu fais ça après ta mort, tes 100 000 euros,
Ça peut aller jusqu'à, je crois, ça dépend vraiment du profil des donateurs et des donats. Bon, bref, je sais plus. Enfin, ça dépend vraiment des profils de la personne qui donne et de la personne qui reçoit, des revenus, etc. Mais je crois que le taux maximum de taxation sur les droits de succession, c'est 35%. Hein. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, sur 100 000 euros, ça fait donc 35 000 euros qui vont à l'État, et donc tes enfants n'en récupèrent que 65 000. C'est un peu ballot. Autant les donner de ton vivant. Il faut donner avant 80 ans aussi, je crois. Hein. Et pour les petits-enfants, c'est 31 000 euros par petit-enfant. Donc en gros, voilà, tu peux quand même donner pas mal d'argent à tes enfants de ton vivant pour payer 0 droit de succession. Vraiment, faites-le. Et de même que si vous avez peu d'épargne dit liquide et que vous avez un studio, par exemple, ou 2 studios, voilà, vous avez investi un peu dans l'immobilier, vous pouvez aussi réfléchir au démembrement de propriété. Ça vous permet, au lieu de vous dire « je vais vendre mon studio et le produit de la vente, je vais la donner à mes enfants », parce que vous partez dans cette logique-là de vous dire « ouais, mais non, mais il faut que je vende avant de mourir parce que il faut que je donne avant de mourir pour que mes enfants puissent bénéficier de cet abattement. » Sauf que ton appartement, tu vas peut-être certes le revendre, tu vas peut-être donc pouvoir donner effectivement 100 000 euros à tes enfants pour profiter de cet abattement-là, sauf que la plus-value que tu vas faire sur ton appartement, parce que ça va être une résidence secondaire que tu vas vendre, un petit studio en bord de mer, ton petit Airbnb, tu vas faire une plus-value là-dessus et tu vas être taxé sur cette plus-value. Donc, pour éviter d'être taxé sur cette plus-value-là, le plus intéressant à faire, c'est le démembrement de propriété, ce qui fait que toi, en tant que papa, maman, tu vas rester usufruitier de ce bien-là. Tu vas donc continuer à percevoir les loyers et tu vas continuer donc à payer aussi les charges liées à ce bien immobilier. Mais tes enfants, eux, ils vont devenir nus propriétaires. Et donc, le fait de devenir nu propriétaire, ça permet voilà, ensuite de limiter tes droits de succession parce que déjà, du coup, tes enfants ils ont le pourcentage, la valeur du bien, je ne sais pas exactement, ça dépend de la valeur du bien, etc. Mais en gros, tu as quand même donné une grosse partie de ton appartement à tes enfants et donc tu bénéficies donc de tout cet abattement-là et tu paieras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de droits de succession. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Évitez de vendre l'appartement avant de mourir parce que, etc. Parce que tu vas payer ensuite, évidemment, l'impôt sur les plus-values. Donc, pensez au démembrement. All right. J'ai vu passer des petites questions aussi. Que penses-tu de l'état de l'économie française après cette crise sanitaire? Est-ce que tu penses qu'on va en baver pour pas mal d'années? Alors là, c'est une question beaucoup trop complexe, hein. Alex, on ne peut pas répondre ça tout de suite maintenant. Ça, c'est vraiment les spécialistes qui vont s'y pencher. Et les spécialistes disent qu'il y aura... certains disent qu'on va en baver, certains disent qu'on ne va pas en baver. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne va pas en baver plus que ça. Non, pas du tout. Mais parce que moi, j'ai une vision... je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà, on s'endette, les États s'endettent de plus en plus, et on peut effacer des dettes maintenant, quand tu vois certains pays qui effacent des dettes, bon, voilà, et il y a certains spécialistes qui sont d'accord pour dire que l'économie va très très vite repartir, et qu'il y a peu de raisons pour qu'on en bave, et non, c'est comme après les guerres, en fait. Hein. Comme après les guerres, après la guerre, tout le monde a entendu parler des 30 Glorieuses, ceux qui ont fait un peu d'études. Voilà, les 30 Glorieuses ont lieu après les guerres. Donc, dès qu'il y a une crise, en fait, toutes les après-crises sont généralement assez prolifiques. Hein. Voilà. Donc, moi, je fais partie de ces gens-là. Après, il y en a qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Hein. Alors, j'ai vu passer une autre question. Babou, si c'est toi qui ouvre les livres... Ah, Babou, vu que c'est toi qui ouvre les livrets A, est-ce que Bibou peut retirer et faire des mouvements dessus? Oui, je vais te dire quelque chose, je vais te donner une réponse très simple, Oda. Concernant les couples, en fait, c'est vrai qu'à l'époque,
monsieur et madame, voilà, madame n'avait pas forcément la main sur tel ou tel compte, si c'était monsieur qui l'ouvrait, etc. Mais j'ai envie de te dire maintenant, avec les téléphones portables, les téléphones portables et Internet, voilà, n'importe qui peut... Enfin, Bibou, elle prend mon téléphone. Ah, je suis revenu là? Ah, ok. C'est ma connexion là qui bug, donc bah écoutez, il faut que j'appelle mon fournisseur de fibres là, c'est très bizarre. Ouais, je disais que monsieur, madame, maintenant tu peux faire des mouvements sur les téléphones assez facilement au DA, mais après oui, ça dépend des couples encore une fois, ça dépend de plein de choses. On avait fait un live sur l'argent dans le couple, je me rappelle, ça avait fait réagir énormément de monde. Hein. L'argent dans le couple, c'est quelque chose, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça fait réagir vraiment beaucoup les gens. Je suis en train de regarder, nouvelle question, je suis en train de regarder pour une assurance vie. Babou, tu nous parles souvent de Guépard et Affaires, mais lorsque je regarde le classement des meilleurs taux 2020 des contrats d'assurance vie, Guépard est 6e et Affaires est 10e. Ce n'est pas le plus important à regarder, point d'interrogation. Donc, je suis allé faire mon curieux aussi, hein, du coup. J'aimerais que tu me dises... Non, effectivement, déjà, je vais vous dire qu'est-ce qui est important à regarder. Bah, le taux, effectivement, il est important. Après, le taux que tu vas voir dans les classements des assurances vie, Jus, parce que c'est une question de Tahiti Jus, c'est le taux du fonds en euros. Donc, le fonds en euros, c'est la partie la plus sécurisée d'une assurance vie et celle qui va rapporter le moins d'argent. Voilà. Donc, l'affaire était à 1,85%, je crois, l'année dernière. Et en gros, pour vous expliquer, les assurances vie de type associative comme Guépard ou Affaires, où il y en a d'autres, là où elles vont se différencier des autres assurances vie privées, hein, les assurances vie de banque ou d'assurance, c'est que elles vont avoir une gestion beaucoup plus qualitative que certaines assurances vie de banque, voilà. Et elles vont avoir surtout une gestion beaucoup plus transparente. Donc, quand tu vas investir dans des assurances vie associatives, tu vas pouvoir, toi, piloter ton investissement comme tu le souhaites. Une assurance vie dans une banque, dans notre banque, par exemple, et dans la plupart des banques, tu as très peu de choix en matière de pilotage. C'est-à-dire que ton banquier va te dire de choisir entre un profil A, B, C ou D. Voilà, ils ont généralement 4 ou 5 profils de risque. Toi, tu vas choisir ce profil-là. Ensuite, tu ne vas pas savoir exactement ce qu'ils font dans ce profil. Tu ne vas pas savoir quelles modifications, quels arbitrages ils vont décider de faire. Tu vas juste savoir ce que ça te rapporte à la fin. Voilà. Tout à l'heure, Grapefruit, elle nous disait que voilà, elle sait combien elle a eu d'intérêt. Mais sans forcément peut-être savoir en détail dans quelle entreprise ton gestionnaire d'assurance vie va investir, parce que les assurances vie, elles vont investir dans des entreprises comme un investissement en bourse, hein. Sauf que là, c'est le gestionnaire de ton assurance vie qui va faire les choix à ta place, mais toi, tu peux ensuite piloter de façon un peu plus précise et de façon un peu plus transparente tes investissements si tu choisis des assurances vie comme ça de type associative. Tu as beaucoup plus de retours de leur part qu'une banque, etc. Voilà, il y a Grapefruit qui dit « Moi, j'ai choisi la part de risque et les domaines, ensuite je les laisse gérer. » Voilà, donc en soi, il y a quand même peu de... Voilà, t'as peu de marge de manœuvre. Tu as investi directement auprès de ta banque, Grapefruit, si tu peux nous dire ça. Est-ce que c'est directement une assurance vie auprès de ton conseiller bancaire? Est-ce que tu peux citer la banque aussi? Ça m'arrangerait. Après, il y a des banques qui sont quand même assez bonnes en assurance vie, mais personnellement, moi, je ne suis pas fan. Parce que c'est trop flou. Tu peux moins mettre ton nez dedans. Et effectivement, les gros taux que tu vas voir dans les meilleurs taux de classement,
c'est des fois pour appâter les gens, mais c'est pas forcément une bonne gestion de la part du gestionnaire. Je sais qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a notamment la part de réserve. Il y a certaines assurances vie qui vont choisir de ne pas redistribuer l'ensemble des bénéfices aux épargnants. S'il redistribuait l'ensemble des bénéfices, la totalité des bénéfices, le taux serait plus important. Donc, tu ne serais pas à un taux de 1,85, tu serais peut-être à un taux de 1,95, voire 2, voire 2,20. Il y a certains gestionnaires d'assurance vie qui décident de garder une part de réserve. Donc, cette part de réserve, ils vont la garder, ils vont eux-mêmes l'épargner. Donc, ils ne vont pas la redistribuer. Donc, leur taux va baisser. Mais sauf que, à côté de ça, ils ont quand même une grosse part de réserve qui permet aussi de pallier au coup dur. Quand des fois, ils se trompent dans un investissement bien précis, ils ont cette part de réserve qui peut être là pour compenser ça. Cette part de réserve peut servir aussi à une année où le taux est vraiment très faible et où les épargnants vont peut-être un petit peu gueuler, faire la tête. Ils se disent, ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre dans cette part de réserve-là qu'on a épargné depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans et en redistribuer aux épargnants. Donc voilà, c'est le taux que tu vois dans les classements, moi je ne regarde jamais. Je regarde jamais ça. Vraiment. Ouais, vraiment, je regarde jamais ça. Donc, Grapefruit, elle me dit, ah oui, c'est la banque postale carrément. Ah ouais, donc c'était... Bon, tant mieux pour toi, mais tu es quand même dans une des moins bonnes banques du monde, hein, la banque postale. Hein, mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Ouais. Alors, de quoi vous parlez là Ah, vous parlez toujours des comptes communs? Vous parlez toujours des comptes communs? Ok, d'accord. Oui, après, tu as raison, hein, Grapefruit. Hein, c'est effectivement, les gens souvent qui vont voir les assurances vie des banques, c'est parce qu'ils ne veulent rien avoir à gérer. Tu vois, c'est vrai, tu as totalement raison. Mais des fois, le problème, c'est que du coup, tu n'as uniquement la main sur les intérêts. Et je te dis, des fois, c'est ce qui arrive à la majorité des clients qui vont avoir une assurance vie en banque, ils vont s'affoler parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que des fois, ils vont avoir 600 € d'intérêt et hop, 2 mois après, les 600 €, ils se sont transformés en 400 €. Donc, ils ont perdu 200. Mais ils ne savent pas pourquoi. Et des fois, donc dans ton cas, par exemple, c'est 2000. S'il faut le mois prochain, tu seras à 2500. Et s'il faut, dans 6 mois, tu seras retombé à 1900. Tu vois? Parce que je trouve que c'est trop flou. Voilà, les assurances bancaires sont trop floues. Les assurances vie bancaires sont trop floues. Donc, mais après, effectivement, si c'est temporaire, bon voilà, c'est pourquoi pas. Ouais. Grapefruit. Ah oui, t'as mis un message un peu trop long, oui. Mais tu le vois, hein, c'est écrit. Hein. C'est écrit. Quand les messages sont trop longs, le modérateur, il... C'est pas Twitch, hein, c'est moi. Hein, c'est moi qui ai fait ces réglages-là, parce que si les commentaires, les messages sont trop longs, j'arrive pas à vous lire. Une autre petite question. Je sais toujours pas s'il faut que j'aille sur Guépard ou Affaire. Je dis pas que c'est les deux meilleurs, hein, je dis juste que c'est de toutes mes recherches que j'ai pu faire, c'est des noms qui ressortent. Après, à toi de choisir et à toi d'aller parler au conseiller, comme je vous l'ai dit. C'est pas parce que moi, ça va vraiment rester que des conseils que je vous donne. C'est comme tout ce qu'on vous donne comme conseils dans nos vlogs, dans nos vidéos YouTube. Ça reste que des conseils. Et effectivement, quand on suit des gens sur Internet, Bibou, c'est pareil. Elle va suivre des gens sur Internet, donc on a tendance à faire, entre guillemets, comme eux. Pour le jardin, Bibou, elle va faire comme les gens qu'elle suit, c'est normal. Ensuite, au fur et à mesure, tu vas lire d'autres choses, regarder d'autres vidéos, et tu vas te dire, bon, finalement, ce qu'il disait, bon, c'est pas mal, mais je préfère ça. Ou ce qu'il a dit, en fait, je suis pas du tout d'accord, en fait. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment au fur et à mesure du temps. Donc, moi, je vous dirai jamais exactement quoi faire, vraiment. Hein. Tu penses qu'il vaut mieux investir en bourse ou en immobilier à demande Clem? Les deux. Parce que ça va dépendre vraiment de ton profil, ça va dépendre de ton capital, combien tu as de capital à investir. Tout le monde peut investir en bourse parce que tu peux investir en bourse à partir de 10 €.
Par contre, en immobilier, c'est pas du tout la même chose. Les risques sont différents en bourse et en immobilier, mais il y a des risques dans les deux. Mais les risques peuvent très facilement se lisser. Les avantages sont également différents, que ce soit en bourse ou en immobilier. La fiscalité n'est pas la même aussi. La fiscalité en bourse est assez complexe. La fiscalité en immobilier est un peu plus simple. Donc voilà, les deux ont leurs avantages, mais ça ne va pas être la même utilisation. Voilà. Moi, je vois les deux comme un investissement à long terme, par contre. Hein, quand on parlera de la bourse, vous verrez, je vous expliquerai que pour moi, la bourse, c'est un investissement à long terme, contrairement à la plupart des traders qu'on voit dans les films. Mais par contre, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Clem, mais voilà, oui, quand on fera le live bourse, ça sera vraiment très, très simple. Hein. Vous en faites pas. Nouvelle petite question. Dès le 19 mai, j'ai couru à Action pour dévaliser le rayon décoration. Ça me manquait trop, alors qu'en soi, je n'ai vraiment pas besoin de déco. J'avais juste envie d'y aller. Et ça m'a fait rire de noter ça. Je l'ai noté, du coup. Il n'y a pas vraiment de question dans ce commentaire, mais j'ai voulu le noter parce que dès le 19 mai, on a tous vu à la télé des gens qui se sont rués sur les terrasses ou dans les restaurants ou dans les spas. Je crois les spas aussi, ils ont rouvert. Évidemment, tous les magasins de décoration, tous les magasins de fringues aussi. Et donc, on a tous vu des gens à la télé ou même dans nos amis ou dans les stories Instagram qui disaient « ça m'avait manqué ». Et donc là, ça m'a fait rire parce que elle a dit en gros, ça me frustrait trop de voir à Action les rayons bâchés. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre. Pas que à Action, dans plein de magasins, tu avais des rayons ouverts et des rayons bâchés. Alors à Action, le rayon ouvert, c'était le rayon jardin, bricolage, alimentation et tout ce qui est ménage, lessive, bricolage, tout ça. Et aussi tout ce qui est un peu loisirs créatifs, les tricots et tout ça. Mais tous les autres rayons, entre guillemets, jugés non nécessaires, ou je ne sais plus c'est quoi le terme, non essentiels, futiles, moi j'appellerais ça, tous les rayons décoration, voilà, effectivement, ils étaient bâchés. Ou vêtements, voilà, tous les trucs que moi, personnellement, je juge effectivement non essentiels. Mais ça m'a fait rire de lire ça. Ça m'a vraiment fait rire, surtout de lire « Je ne sais pas pourquoi je suis allé, c'est juste que ça me manquait. Je n'ai pas besoin de décoration. » Et avec Bibou, on parlait de ça vite fait. Et Bibou, elle parlait d'un truc. Elle parlait du minimalisme. Une fois, elle avait écouté un mec qui parlait de minimalisme et qui disait qu'il y a quelque chose dans notre société moderne qui est assez incroyable. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés par le vide. Je suis en train de lire mes notes parce que j'ai noté ce que Bibou m'a dit. Qui sont angoissés par le vide. Ils sont angoissés par un mur blanc ou ils sont angoissés par un dessus de cheminée vide, sans photo ou bougie dessus. Ils sont angoissés par un meuble où le dessus du meuble est vide. Donc ils vont mettre des plantes, ils vont mettre de la déco, ils vont mettre des choses qui n'ont aucun intérêt, mais qui est juste là pour combler cette angoisse du vide-là. Donc c'était assez philosophique, hein. Et effectivement, ça se tient vraiment. Pourquoi les gens achètent autant de décorations sans en avoir besoin? C'est pour combler ce manque-là et pour combler cette angoisse de dire « il manque quelque chose là ». Vous êtes d'accord, hein, ceux qui sont fans de déco là, avec ce que je dis. Quand tu achètes de la déco, c'est parce que tu te dis « il manque quelque chose là ». Sauf que non, c'est juste dans ta tête que tu as l'impression qu'il manque quelque chose là. Donc, tu vas acheter quelque chose qui ne sert à rien. Voilà. Qui va prendre la poussière et que, au fur et à mesure, tu ne regarderas plus. Et il y a même des gens qui changent leur déco régulièrement. Parce que maintenant, à cause de magasins comme Action ou Lidl, la déco, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Vraiment, je te jure, tu vas à Action, tu peux acheter pour 3 € un truc, il va t'habiller un meuble. Vraiment, voilà, il va t'habiller un meuble, comme on dit. Et donc, je voulais en revenir sur la déco et sur ce poste de dépense-là. Vraiment, encore une fois, faites attention à ça. Faites attention à toutes les choses. Si vous arrivez à prendre conscience que ces choses-là, donc
les vêtements, la déco, le shopping. Si vous arrivez à prendre conscience que c'est des choses qui sont là pour combler un vide affectif, combler un manque, voilà, combler, voilà, ça vous fait du bien, ça vous déstresse, etc. C'est déjà super bien d'avoir pris conscience de ça. Et ensuite, l'étape suivante, c'est d'essayer de réussir à trouver des moyens de combler des manques ou de déstresser en faisant des choses qui ne vous coûtent pas d'argent. Comme ça, ces dépenses-là que vous ne ferez plus, vous pourrez épargner, investir, faire plaisir ensuite plus tard à vos enfants ou à vos parents. Ou... On a tous des gens autour de nous à qui qu'on peut aider. Et si on n'a personne autour de nous à aider, ben on est avec des associations, etc. Donc, tous ces postes de dépenses un peu futiles que tout le monde sait que c'est futile. Une fois, Christelle Makeup, elle a rouvert sa page Instagram. Et quand elle a rouvert sa page Instagram, Christelle, elle a mis bon, voilà, je suis plus sur YouTube, mais j'ai quand même décidé de... Enfin, j'ai quand même toujours cette envie de vous parler de maquillage et de beauté. Et je suis consciente que le maquillage et la beauté, c'est des choses totalement futiles. Mais si, comme moi, vous êtes amoureuse de toutes ces petites futilités du quotidien, bah, rejoignez-moi, etc. Et je trouvais ça super intéressant parce que, bah oui, c'est toutes ces choses-là futiles qui en soi ne servent pas à grand-chose, qui sont là juste uniquement pour nous faire du bien. Si on arrive à être conscient de ça, c'est déjà super bien. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas encore pris cette conscience-là. Et donc qui continuent à dépenser en déco, en maquillage, en vêtements, etc. ou dans des grosses voitures, sans être conscients que des fois leur passion ou leurs angoisses leur coûtent de l'argent. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc si tu arrives ensuite à prendre conscience que ça te coûte de l'argent, bah c'est très bien. Peut-être que tu arriveras à faire que ça t'en coûte un petit peu moins. Ok. Tu achèteras moins de vêtements, moins de maquillage, moins de déco. Et tu partiras peut-être en vacances avec tes petits-enfants quand tu auras des petits-enfants, etc. etc. Hein, voilà. Faire du sport, effectivement, c'est gratuit, ça a permis de déstresser. Le jardinage aussi, c'est un loisir un peu gratuit. Qu'est-ce qu'on peut citer encore comme déstressant gratuit? Souvent le sport, le jardinage, oui, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui arrivent. Tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Effectivement, ça coûte moins d'argent, etc. Mais voilà, c'était mes petits commentaires qui m'avaient fait beaucoup rire. Mais je sais encore une fois qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens arrête de dépenser pour des choses qui lui font du bien. Mais je sais. Mais si les choses qui lui font du bien lui coûtent trop d'argent, il faut qu'il fasse un choix. Voilà, c'est comme pour les voitures. Voilà. Et je me rappelle une fois, il y avait des youtubeurs qui avaient fait une vidéo où ils donnaient de l'argent aux SDF. Je crois que c'était Alex et PJ. Je confonds parce qu'ils font tous ça maintenant. Hein. Tout ça, ils font tous des bonnes actions comme ça à Noël. Plus ou moins légitimes ou pas, bon, chacun aura son avis là-dessus. Mais ils avaient, oui, c'était Alex et PJ, et ils s'étaient dit, bon, on va donner des couvertures aux SDF, on va leur donner de la nourriture et tout ça. Ils avaient filmé, tu vois. Et à un moment donné, dans leur vidéo, ils disaient, à un moment donné, on s'était dit aussi, ouais, mais si le SDF, il nous dit qu'il n'a pas besoin de couverture et qu'il préfère de l'argent, on s'était dit, on est mal à l'aise à l'idée de lui donner de l'argent parce que on sait à 80% que l'argent qu'on va lui donner, il va l'utiliser pour aller s'acheter des bières ou du vin. Et ensuite, ils avaient dit, ouais, mais en même temps, on s'en fiche un peu parce que si le sans-domicile fixe, son seul réconfort, le seul moyen qu'il a d'être bien et d'être apaisé, c'est de boire de la bière ou de boire du vin, qui est-on pour lui refuser ça? Donc, au final, ils en étaient arrivés à la conclusion de dire, bah, on va lui donner soit des couvertures, soit de la nourriture, soit de l'argent, ou soit les trois. Et moi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec eux. Dans les commentaires, c'était pareil. Il y avait les pour et les contre. Et moi, perso, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que si le seul moyen qu'il a pour être bien, c'est de boire, eh ben, voilà, donnons-lui ce bonheur. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, je préfère dire, apprenons-lui à ne plus avoir besoin de ce bonheur-là. Parce que bon, l'alcool, c'est une addiction. Mais donc,
apprenons-lui plutôt à trouver autre chose. Donc là, c'est un autre sujet, hein. Il faut les sortir de la rue, les réinsérer dans la société, tout ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, le fait de dire, si son seul bonheur c'est ça, pourquoi ne pas lui donner? Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et de même que pour les gens qui trouvent leur bonheur dans les grosses voitures tout à l'heure. Effectivement, si... salut le Luxembourg. À bientôt, à toi, Malena, à bientôt. Si leur seul bonheur, c'est le tuning, par exemple, ça coûte beaucoup d'argent, mais s'ils s'endettent pour satisfaire sa passion du tuning et des grosses voitures, est-ce que le mieux, c'est pas de lui dire « Regarde, ta passion, elle est en finale en train de te coûter beaucoup d'argent et peut-être d'angoisser plus qu'autre chose, quoi, tu vois ?» Est-ce que c'est pas mieux de dire aux gens qui ont une passion trop invasive, leur dire « Ok, certes, il n'y a que là que tu trouves du bonheur, mais trouve ton bonheur ailleurs. Essaye de faire... » Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein, mais je sais que c'est compliqué comme sujet, mais bon. Bon, je vais vous laisser, les amis. Hein, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais voilà. Après, j'essaye tous les jours, hein, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des futilités et qu'il faut être conscient de ça, mais voilà. Voilà. Il y en a effectivement qui auront toujours des œillères et qui ne comprendront pas. Mais bon, bref. C'est dommage. C'est dommage si ton bonheur si ta source de bonheur principale est également aussi ta source de stress principale, parce qu'au final, tu n'as pas suffisamment d'argent pour vivre dignement ta vie et pour t'acheter à manger et payer ta facture d'électricité du fait d'une passion futile. Mais voilà, après écoutez, bon. Bon, allez, gros bisous. Très bon mardi à tous. La bourse, la prochaine fois, la bourse pour les nuls, dans 15 jours, effectivement. Hein, ok. Il y a Clem qui dit « Mon beau-père, il flambe l'argent, le 15 du mois, il n'y a plus rien, personne ne sait où va l'argent. » Bah là, c'est très simple, Clem, hein, de savoir où va l'argent, il suffit juste de regarder ce qu'il fait avec, hein. Tout simplement. Hein. S'il paye tout en liquide, bah tout simplement, tu le pistes, hein, tu le suis. Non, mais c'est vrai, hein, tu le suis. Tu engages un détective ou tu le suis toi-même. Et s'il paye tout en carte bleue, bah, tu vas regarder ses comptes, tout simplement. Hein. Ok, Clem? Parce que le 15 du mois, il faut qu'il y ait toujours de l'argent sur le compte. Hein. Ok, c'est très important. Hein. Non, bah tu le pistes, Clem. Ou tu payes un détective. Voilà, tu payes quelqu'un qui le piste pour vraiment comprendre ce qu'il fait. Parce que peut-être qu'il est addict au jeu. Peut-être qu'il est addict à la drogue, à l'alcool, au sexe aussi, à la prostitution. Il y a toutes sortes d'addictions comme ça. Il faut que la famille mette son nez dans les addictions. Hein. Ça, c'est vraiment un conseil. Très attention. Hein. Ok? Ça marche? Allez, gros bisous les filles. Le PMU, le jeu, effectivement, c'est ça. Gros bisous les filles. Il y a peut-être des mecs qui nous regardent. Hein. Allez, gros bisous à tous. Ciao. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao. Bisous.